voici dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. En marge des travaux de l'Union interparlementaire, le président du Parlement a eu une série de rencontres, dont la dernière avec le directeur de l'Office des Nations Unies à Genève, en Suisse. Et l'actualité en Somalie, la région de Galkayo accueille 85 000 personnes déplacées suite aux affrontements qui opposent forces de Puntland et celles de Galmou. C'était le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Mohamed, a regagné ce matin la capitale au terme de son séjour à Genève, en Suisse, où il a pris part aux assises de la 135e Assemblée générale de l'Union interparlementaire. En marge des travaux de l'Union interparlementaire, le président Mohamed Ali Mohamed a eu une série de rencontres, dont la dernière avec le directeur de l'Office des Nations Unies à Genève, M. Michael Moller. La situation sous-régionale en Afrique de l'Est, la question des réfugiés installés dans notre pays, les objectifs de développement durable ainsi que les effets néfastes liés au changement climatique ont été évoqués au cours de cette rencontre entre M. Mohamed Ali Mohamed et Michael Moller. Les deux hommes n'ont pas manqué de soulever également le rôle actif des parlements dans les légiférations des textes de loi et la validation des accords internationaux. M. Michael Moller, qui s'est dit très fier d'accueillir le président Mohamed et sa délégation, a profité de l'occasion pour exposer la feuille de route de l'Organisation des Nations Unies en termes de développement. La Commission des finances, de l'économie générale et du plan que préside le député Shelmak Moussé Allais s'est réunie ce samedi pour examiner le projet de loi de finances rectificatif de l'exercice 2016. Le gouvernement était représenté par le ministre du Budget, Bodé Ahmed Rableh. Une question aura particulièrement enflammé le débat au cours de cette séance de travail, celle portant sur le rôle des locales ou notables d'une communauté donnée. Les élus et le ministre du Budget, Bodé Ahmed Rableh, se sont longuement interrogés sur l'utilité de la fonction et de son maintien, du fait que les notabilités percevaient jusque-là des indemnités, mais une fois décédées, leur remplacement par un proche pose problème. Les points de vue se sont opposés quant à la reconnaissance du rôle des notables dans une société qui se veut moderne. Certains ont vu que cette fonction est d'un autre temps. D'autres ont cependant proposé d'effectuer le remplacement numérique de ceux décédés uniquement sur la base nominative, soulignant ainsi la pertinence du rôle et de la fonction de local dans le renforcement du tissu social et de la cohésion de la société. Le débat n'a pas été tranché sur cette question, cependant le constat a été posé que cette fonction ne pouvait croître indéfiniment et qu'il était urgent de légiférer sur ce sujet afin de trouver un équilibre plus harmonieux en tenant mieux compte des régions et des communautés nationales. Selon le ministre du Budget, l'État rémunère près de 400 locales sur l'ensemble du territoire. Ce nombre semble être suffisant à ses yeux. En augmentant leur nombre, cela revient à grever les finances publiques. C'est un luxe que le gouvernement ne peut pas s'offrir, a-t-il déclaré. Et au terme de la réunion, les députés ont décidé de poursuivre en commission l'examen du projet de loi rectificatif de l'exercice 2016. Dans le reste de l'actualité, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim s'est rendu ce matin à Addis Abeba où il a dirigé une cérémonie de remise de galons et d'autres récompenses au personnel féminin de l'armée et aux athlètes. Eh bien, ces derniers ont achevé une formation militaire de base appelée FETA. À son arrivée à Addis Abeba, la délégation conduite par le général fut accueillie par le chef de corps du bataillon d'Addis Abeba, le colonel Abdelwassa Ben Mohamed, le chef du corps du CCO, le chef du corps de Dikil, respectivement le colonel Idriss Omar et le lieutenant-colonel Dahir Hassan Abadi, ainsi que de nombreux officiers venus pour l'occasion. Après les salutations d'honneur, le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est rendu sous une tente où il a assisté à une démonstration de tir, vous le verrez tout à l'heure, réalisée par les militaires ayant clôturé la formation.
qui ont incorporé l'armée ont démontré leurs aptitudes au cours de cette rencontre et les compétences acquises lors de cette formation rigoureuse. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a tenu à féliciter ces dernières pour la réussite de leur formation et leur a souhaité une belle carrière militaire. Et à l'issue de la démonstration, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim a procédé à la remise des galons aux meilleures jeunes filles qui se sont illustrées lors de cette formation et surtout lors des examens finaux qui ont été particulièrement rigoureux et sélectifs. Par ailleurs, par la même occasion, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim a remis le grade de caporal-chef à l'athlète Momine qui s'est illustré dans une course internationale. Cette cérémonie a été l'occasion pour le haut commandement militaire de récompenser ceux qui ont fait preuve d'ardeur et de mérite. Des cadeaux leur ont été remis. Ces moments sont propices à l'échange entre le commandement et les militaires. Ce sont des instants de communion qui renforcent la cohésion. La nouvelle du pays toujours, les magistrats du tribunal de première instance et ceux de la cour d'appel ont achevé jeudi dernier une semaine de formation dispensée par le procureur général honoraire de Lyon, M. Jean-Yves Vuillou. Celle-ci a porté sur la politique judiciaire d'une nation qui relève de la compétence du gouvernement à la personne du garde des Sceaux. Toute politique pénale définie par le garde des Sceaux est coordonnée par le procureur général de la République. Elle est exécutée par le procureur de la République. À titre d'exemple, la lutte contre le trafic des êtres humains et ses corollaires, trafic des migrants et risques terroristes sont des priorités du gouvernement. L'encadrement, l'animation des juridictions et la nécessaire coordination par les chefs de juridiction, dont celle de l'Assemblée nationale, face aux lourdes responsabilités, a été soulignée. L'importance de relever les statistiques dans les juridictions a été mentionnée. Il a été relevé qu'en matière civile et commerciale, la loi djiboutienne donne au parquet les mêmes attributions qu'en France. Pourtant, malgré un effectif important, le parquet, surtout en première instance, ne semble pas en mesure d'intervenir souvent dans des contentieux qui peuvent avoir des conséquences très importantes dans la vie économique et sociale, crédit immobilier et hypothèque par exemple. Aussi, des nombreux magistrats du siège et du parquet ont évoqué avec le procureur général Viu à nouveau le thème de la spécialisation des magistrats. Le rapport entre la magistrature et la police judiciaire a été évoquée. Cette question est jugée préoccupante pour les magistrats aussi bien du siège que du parquet. Le procureur général de la République contrôle et surveille les officiers de la police judiciaire, de la gendarmerie et de la police nationale. Il lui revient en principe au procureur de la République de les diriger. Les participants ont convenu que des contrats
que des contacts étroits soient organisés, notamment sous la forme des réunions périodiques d'échange. La prise en compte des préoccupations du barreau de Djibouti n'a pas été absente. De ces débats, des échanges avec les avocats ont été donc organisés. Les magistrats ont soulevé de nombreuses autres questions sur l'instruction des dossiers, la détention préventive, les règlements des procédures criminelles, etc. M. Jean-Olivier Vieux était jusqu'en février 2015 membre du Conseil supérieur de la magistrature française. À l'heure actuelle, il est doyen de l'École nationale de la magistrature en France et membre du Conseil scientifique des cahiers de la justice. M. Vieux effectue régulièrement des séjours parmi nous et en octobre 2015, il avait dispensé une première formation aux magistrats djiboutiens. Plusieurs thèmes avaient été abordés, alors tels que le processus de la chaîne pénale, les relations en parquet-juge d'instruction, le contrôle de la garde à vue, l'instruction à charge et à décharge, la spécialisation des magistrats du ministère public, le parquet antiterroriste. Les magistrats avaient donc marqué un grand intérêt à cette dernière formation qui a eu lieu du 20 au 27 octobre. Les échanges entre magistrats et le procureur général honoraire ont été intenses. Ces derniers ont souhaité voir M. Vieux revenir à nouveau sur d'autres thèmes. A souligné que le procureur général, M. Tchama Suleiman, est le référent dans le processus de choix des thèmes débattus et de la formation. A précisé enfin que M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a manifesté son intérêt à cette manifestation à travers sa présence à plusieurs séances d'échanges et de débats. Il a préparé la cérémonie de clôture de la formation jeudi dernier. Et enfin, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale et de la police nationale en présence du procureur général Tchama Suleiman ont eu une réunion de travail animée par le procureur général honoraire M. Vieux. Également dans l'actualité, dans le cadre du soutien au président Ismaël Omar Guelleh dans la gestion des affaires du pays, l'association des sourds et des malentendants de Djibouti a organisé hier une cérémonie au siège de leur association à Balbala. Eh bien, cette cérémonie a regroupé de nombreux membres, garçons et filles confondus. Les sourds muets ou malentendants ont tenu à exprimer leur soutien au président Guelleh. L'une des responsables de cette association a prononcé un discours dans lequel elle a retracé les actions faites en leur faveur et souhaité la poursuite de ces actions en faveur de toutes les personnes à besoins spécifiques du pays. waxaa kaloo aan doonaynaa inaa gacantana qabto oo meeshii naga baylasan baa noo tiiriyo oo meeshii naga baylasma noo qabto ururkayga loo qoonsanaado oo dibadii dawladda waa inkastoo la yaqaano aan sii aqoonsan 2010 ayuu imika joogaa haya imika 6 sanadood yuu dhisan yahay ma garan maama teeda labaad anaku 6 sanadood ubadkeeda la gacan qabtay barsiyankayga ilaahay noo daayo iyagii oo aqalka iska fadhiya ayaa noo hogaanshay iskool baan noogu furay madaxweynaha iyaga Ismaaciil Cumar Geelle iyo Marisa Khadraxad ilaahay raalliha ka ahaado ubadkeega meel baan nagu xiray iskool baan nagu furay iyagoo qalaas ka daboolan iyo iskool nagu furay imika maanta mahad baan joognaa heer sanad soconnaa heerka u sareeyaan soconnaa imika ka si fiican ma socon doonaa. Et un mot en sport, la Fédération de tennis accueille depuis quelques jours un haut responsable de la Fédération internationale de tennis, en l'occurrence M. Terry. Ce dernier est venu préparer l'organisation d'un tournoi international féminin début décembre à Djibouti. Ils sont arrivés jeudi dernier. Ce dernier a été accueilli par le président de la Fédération djiboutienne de tennis, M. Ahmed Mohamed, et son staff technique. M. Terry a visité le centre d'entraînement de Gabot-Kat, où il a pu suivre l'entraînement des jeunes joueurs de tennis. Il a aussi constaté les capacités d'accueil de ce centre qui doit accueillir le tournoi international féminin et s'est réjoui du bon déroulement des préparatifs du tournoi. Il a félicité le président du tennis, M. Ahmed, et son staff qui fournissent d'intenses efforts pour la promotion du tennis à Djibouti. Ce qu'on a, en tant que j'étais pendant 8 ans vice-président du continent africain, et j'aurais amené l'académie ici, et toujours possible ici, mais sur le truc, il nous manque encore autre chose qui était prévu. Je pense que ça va, on l'aura ça tôt ou tard, mais c'est déjà pas mal. C'est comme on commençait là. Voilà, vous avez bien vu que le directeur qu'on avait placé dans la région, et ce qu'il pense, s'il n'aurait pas se déplacé à chaque fois,
si le travail, qu'on n'avait pas fait ce boulot-là, parce que l'AITF, ils ont confiance en nous, ils nous ont donné même un tournoi international qui est très important, que ça se passe uniquement chez nous. Et aujourd'hui, vous venez de me trouver sur le grand club de Djibouti de tennis. Et ça fait 10 ans que je visite Djibouti. Je viens ici chaque année au moins pour 4 jours. Et j'ai participé à l'essor de ce sport dans ce pays. Et encore une fois de plus, je reviens dans un projet de développement, de voir comment est-ce qu'on peut continuer à développer ce sport à Djibouti. Mais depuis que je suis là, je vois que le programme au niveau du centre de Gabot marche bien. Et tous les jeudis et les vendredis après-midi, les adeptes du tennis sont nombreux au centre de formation de Gabot 4. Suivez ces quelques réactions des jeunes joueuses du tennis. Bonjour, je m'appelle Souban Osman, j'ai 11 ans, je suis aussi de la catégorie filles. Je suis passionnée de tennis depuis que je suis ici au centre de tennis de Gabot 4. Bonjour, je m'appelle Melia Mohamed Ibrahim, je suis là depuis 3 ans et je suis passionnée de tennis, je suis aussi dans la catégorie filles et on adore jouer toutes ensemble. Ici pour jouer le tennis et je veux le continuer, je vais faire pour... Pardon. Je veux juste encore faire et encore et voilà. Voilà, des émotions de passion. Et justement, nous avons sur le plateau le président de la Fédération djiboutienne du tennis, M. Hamed Mohamed. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer avec cette visite d'un responsable régional de la Fédération internationale de tennis, M. Terry. Quel a été donc l'objectif de cette visite? L'objectif, c'est ça, exactement. C'est pour montrer à quoi, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et parce que c'est un tournoi que nous faisons, c'est un tournoi plus compliqué que tous les tournois, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique. Et international, ce sont des gens, ils sont sponsorisés de l'extérieur, ils viennent payer leur billet d'avion, ils choisissent l'hôtel le plus cher. Pour nous, c'est de l'entrée, c'est l'image de notre, ça donne l'image aussi à l'extérieur. Et c'est pour cela que maintenant, on est respecté un peu partout. Et parce que dans le temps, le tennis, c'est comme disait, et ça reste encore dans la tête des Africains encore, c'est un sport riche et ce n'est pas l'appel. Les personnes ils veulent l'accompagner là. Mais on essaie de faire mieux, préparer mieux, grâce à la Fédération internationale et la Fédération africaine, avec mes relations que j'ai depuis longtemps. Et j'ai aussi une voix pour la République Djibouti. Quand on a une voix aussi, les gens, c'est important aussi. Et à partir de là, le matériel qu'on avait besoin, qui coûtait cher aux parents, aujourd'hui nous avons gratuitement. On a fait appel plusieurs fois. Mais quand on fait des choses, il faut croire. Si on ne croit pas, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas les forcer. Même si on fait quoi que ce soit, ça dépend des enfants qui jouent ici. Aujourd'hui, c'est vrai, on a une petite difficulté par rapport à avant. Avant, il y avait 3 clubs à Djibouti. On faisait jouer les grands. Donc il y avait un classement. J'avais négocié avec un point d'écart avec la Fédération française, officiellement. Les Français qui étaient là, on faisait des compétitions, on jouait dans 3 clubs. Ce qu'on veut maintenant, on est en train de parler pour montrer ça, j'ai en train de faire un truc pour qu'on convoque le club chinois, la base aérienne, parce que dans l'état, en face des Bouffards, il y avait un club. Donc ces clubs, on avait l'accès, on jouait ensemble, on faisait des compétitions. Donc en faisant nos compétitions, on tournait finale, demi-finale, 3 fois. On n'avait même pas le club nous. Aujourd'hui que nous avons un club, Campus qui joue à part, les autres ils jouent à part, avec ça on ne peut pas avancer, on est obligé de rester avec les enfants. Les enfants doivent voyager, parce que s'ils ne voyagent pas, ils jouent, donc après ça casse un petit peu là. Pour ne pas casser, on fait la liste, on prend le calendrier de l'année, année scolaire, ce qu'il y a à l'extérieur, pour ne pas... Après, il y a une autre phase. Si l'enfant ne travaille pas bien à l'école, donc on ne peut pas aller dire, parce qu'il ne faut pas qu'il tombe sur la fédération, il faut obtenir l'autorisation des parents. Si on n'a pas l'autorisation des parents, nous on doit avertir les fédérations, les clubs qui nous ont invités à l'extérieur. On doit dire, parce que les charges, c'est eux qui payent. Ils réservent l'hôtel, la restauration à besoin. Parce que si on ne fait pas ça, après encore,
ça veut dire qu'on fait mal notre travail. Jusqu'à présent, on n'est pas tombé dans les pièges, mais ce qu'il nous faut maintenant, il faut que les clubs s'alignent avec nous. Et moi, je peux faire, parce que le texte, il existe depuis longtemps, mais je préfère que ça vienne du ministère de sport. C'est comme il y a eu un changement. Afin de renforcer cette pratique. Oui. Voilà donc pour la situation du tennis djiboutien à l'heure actuelle. Oui. Djibouti. Quelles sont vos capacités, justement, vous avez parlé des clubs, pour renforcer ce sport? Y a-t-il des adhérents ou adhérentes à votre... Bien sûr, il y en a, mais qu'est-ce qui a changé ces temps-ci? Ce qui a changé, parce que, c'est-à-dire, et je trouve encore, soi-disant, que c'est l'endroit est loin. Alors, écoutez, aujourd'hui, parce qu'on a donné l'habitude de nos enfants... À de votre 4 ans, on le rappelle. Oui, on l'amène jusqu'à l'école devant la porte. Si la voiture peut rentrer, ils vont rentrer là. Il faut que les enfants, d'abord, s'habituent à marcher un peu. Ça fait partie du sport. Donc ici, regardez, tous les parents, vous avez vu l'embouteillage qu'il y en a devant l'école? Et si c'est comme ça, les enfants sont gâtés tellement... Et quel effort ils vont faire après? Parce que ça demande beaucoup d'efforts. Parce que c'est le seul sport qui est facile pour les Djiboutiens. Pourquoi? Personne ne te bouscule. Tu as le matériel, tu as le physique. Pour avoir le physique, il faut courir. En Éthiopie, vous savez, l'enfant, il va avec son oncle, sa famille, il monte en toto à l'étage, avec son bourricot. Ça donne des muscles. Après, il descend. Quand il remplit les bourricots avec les bois, les bourricots, ils courent, non? Il doit courir pour faire le physique. Alors, si vous ne courez pas, vous ne faites pas un effort, vous ne pouvez pas aller plus loin. Moi, pourquoi je suis allé loin? Je suis allé tout le temps, je ne me suis pas cassé la tête, partout j'étais présent dans l'Assemblée générale. C'est à partir de là, déjà, la Fédération internationale a dit, celui-là, au moins, il a de volonté, donc il faut l'aider. C'est pour ça que nous, on est maintenant, il faut dire aux enfants, que leurs parents, je leur dis, moi, s'ils ne travaillent pas à l'école, ce n'est pas la peine d'amener. S'ils travaillent bien, il faut les faire un effort. Mettez dans le sport qu'ils aiment, lui. Il ne faut pas dire tennis uniquement. C'est ça qui nous... Voilà, parce que les parents ont entendu ce message, Monsieur le Président. Oui. Comment vous vous préparez pour cette prochaine compétition internationale qui va bien sûr renforcer la pratique du tennis? Et c'est justement grâce à ces compétitions que cette pratique... Nous, parce que là maintenant les ministères sont débordés, parce qu'il y a la journée du 1er novembre, le tournoi de priorité c'est pour les femmes, non? Bien sûr. Mais oui, nous on est d'accord, c'est normal. On est d'accord. C'est normal. Moi, pourquoi j'ai amené les filles? Pour montrer nos filles, on peut aller loin avec les filles. Il faut que les filles jouent. C'est depuis qu'il y a des filles. Avant, il n'y avait pas de filles. On n'avait que des garçons. Des tournois féminines, hein? Féminins, c'est pour ça que j'ai amené. Oui. Sinon, les hommes, j'ai fait venir les hommes avant. À la Fédération africaine de tennis, j'étais président d'Afrique de l'Est, j'étais vice-président de toute l'Afrique. Dès que le président m'a confié la tâche des clubs, je laissé tomber pour faire mieux travailler sur ce terrain. Les gens, quand ils viennent, s'ils n'étaient pas bien accueillis, si on n'a pas fait notre travail, ils n'auraient pas à venir, parce que ce sont des gens qui payent cher. Vous voyez, ils payent leur billet d'avion, ils payent Cambiski, Arcasia, Auberge, c'est eux qui payent. Les différents hôtels. Nous, on a pris en charge seulement les 5 arbitres qui officialisent le tournoi. Mais ici, ils n'ont pas fait le contrôle à l'époque, quand ils ont fait ce terrain. On a toujours ces problèmes-là. À l'époque, moi, j'avais fait les rapports. Il est là, des trucs que j'ai fait. Regarde, dans quel état ils ont laissé les terrains déjà Colas, je vais vous montrer la photo. Regardez. Vous voyez? Je peux vous montrer comme il faut aussi. Vous pouvez regarder. Regardez, dans quel état. C'est Dès le départ. C'est qui ont laissé ces... C'est Colas. Ok. Il n'y a pas eu de contrôle. À l'époque, quand il a fait le travail au cheminot, 50 ans, le terrain était en bon état. Nous, chaque année, on a des problèmes, le ministère, il investit là-dedans. Et c'est pas normal. On va revenir à la question. Pour accueillir cette compétition régionale, quels sont vos... Il y a les sponsors qui nous aident, et l'État, il nous aide aussi, et nous aussi, on se montre à quoi on est capable, on fait notre travail, et à partir qu'on fait le travail, le ministère est obligé, il est là pour ça, pour nous aider. Sinon, ce n'est pas l'appel qu'on se casse la tête. Donc, c'est l'image de notre pays. À partir de là, c'est nos jeunesses, les sponsors, vraiment l'administration, je n'ai pas de problème avec eux. Je suis soutenu par tous les départements de l'administration. Vous voyez, les comités olympiques aussi nous aident. Vous voyez, les sponsors nous aident. Moi, j'amène les balles de Roland Garros. Je reste 15 jours dans Roland Garros, c'est pour connaître les contacts. En même temps, les balles, je les amène à l'ambassade. C'est Massida qui me l'amène le bal aussi. Donc on a des balles. Avant on payait les balles 3000 francs. Aujourd'hui je donne. On a toute catégorie de raquettes, tout âge, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans.
Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que vous êtes le Président de la Fédération nationale du tennis. Merci, Monsieur, d'avoir répondu encore une fois à notre invitation. L'actualité en Somalie, cette fois la région du Galkayo accueille 85 000 personnes déplacées suite aux affrontements qui opposent forces du Puntland et celles de Galmudug. La région de Galkayo, au centre de la Somalie, accueille 85 000 personnes depuis le début des affrontements il y a 3 semaines. Eh bien, les conditions humanitaires dégradantes dans lesquelles vivent ces déplacés inquiètent la communauté internationale et le Conseil norvégien pour les réfugiés. Les affrontements entre les forces du Puntland et celles de Galmudug depuis le 7 octobre. Dans la ville de Galkayo, capitale de la région de Mudug en Somalie, ont fait au moins une vingtaine de morts, des dizaines de blessés et près de 85 000 déplacés d'après les derniers chiffres publiés par le Conseil norvégien en charge des questions relatives aux réfugiés. Les combats ont également fait fuir des centaines de personnes qui ont trouvé refuge dans la forêt. Galkayo a déjà été le théâtre de fréquents affrontements entre clans ou groupes rivaux qui sont toutefois distincts des rebelles islamistes Shebab liés à Al-Qaïda, lesquels s'opposent au gouvernement central somalien soutenu par la communauté internationale. La situation est très complexe en Somalie. En décembre 2015, de violents combats avaient déjà opposé milices loyales au Galmudug et celles de Puntland autour de Galkayo. En raison de la région Yémen, la crise humanitaire s'aggrave. L'épidémie du choléra apparue depuis début octobre jusque-là confinée, selon l'ONU, à la capitale Sanaa, gagne du terrain. 9 personnes sont mortes à Aden, la grande ville du sud du pays. La guerre qui déchire le pays a entraîné une dégradation de la situation sanitaire. Le porte-parole de l'OMS a dressé hier un sombre constat de la situation. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à la régie, merci à toute l'équipe qui a pu réaliser ce bulletin d'information. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans une poignée de minutes pour le focus. Restez avec nous, mais d'abord, on va retrouver l'appel à la prière. Place maintenant au focus. On va parler dans ce focus de cette petite fille miracle ce matin. Linley, elle s'appelle. Petite fille née 2 fois pour sauver sa fille. Oui, en fait, Asma, Linley est une miraculeuse. La petite fille de 6 ans dernière était déjà sortie du ventre de sa mère quelques mois plus tôt qu'être opérée d'une tumeur qui étouffait plutôt son cœur in utero. Découverte il y a 16 semaines de grossesse, la tumeur menaçait la vie du fœtus qui risquait l'arrêt cardiaque alors que Margaret Bomer, sa mère, avait déjà perdu le jumeau ou la jumelle de Linley. Les médecins de l'hôpital pédiatrique du Texas recommandent soit une interruption médicale de grossesse, soit une opération extra-utéro risquée. Le choix était simple, soit laisser la tumeur gagner du terrain, soit laisser Linley une chance de vivre. Grâce à Margaret Bomer, les parents de Linley tentent le tout pour tout. Les médecins extraient donc le bébé de l'utérus de sa mère à 23 semaines de grossesse. La tumeur qui retirée est presque aussi grosse que le fœtus lui-même qui pesait alors une demi-kilo. Puis Linley est replacé dans l'utérus de Margaret, qui restait hospitalisée pendant les 3 mois suivants. Les médecins donnaient à la petite fille une chance sur 2 de survivre. Linley est finalement née une seconde fois par césarienne. Au bout de 12 semaines, elle a dû subir une seconde opération la semaine suivante sa naissance afin de retirer les derniers morceaux de tumeur. À maintenant 5 mois, ce bébé, pas tout à fait comme les autres, se porte à merveille. Eh bien, vraiment pas comme les autres. Et concernant les élections présidentielles américaines, le président américain va donc se lancer pleinement la campagne démocrate jusqu'au 8 novembre prochain. En fait, Asma, c'est l'actualité internationale qui prime sur les autres. Le président américain va se lancer pleinement sur la campagne démocrate jusqu'au 8 novembre prochain. Vendredi, lors du meeting de l'université de Floride centrale à Orlando, il a appelé les jeunes à voter pour Hillary Clinton s'ils ne veulent pas devoir renoncer au progrès accompli pendant ces 2 mandats. Il dit, je cite, « Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas fatigué. Je me sens bien, je suis prêt à travailler et j'ai besoin que vous me rejoigniez. Donc, je suis ici en Floride pour vous demander de travailler dur comme vous l'avez fait pour moi, pour assurer qu'Hillary Clinton sera la prochaine présidente des États-Unis d'Amérique, leur a-t-il lancé. » Le président américain n'a pas fait un seul commentaire sur l'annonce du FBI à recouvrir l'enquête sur la messagerie privée d'Hillary Clinton. Merci Samuel pour ces éclairages. Merci à vous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.